Mon expérience, elle est plus à travers l'aspect recherche au niveau international. Enfin, je côtoie beaucoup de chercheurs de différents continents ou pays. Ce qui surprend, où j'ai organisé des congrès, etc., ce qui surprend toujours, c'est que les Français, on travaille beaucoup sur la question de la réduction des pesticides. Il y a beaucoup d'endroits où l'agronomie reste très ancrée sur des questions qui sont plus liées à d'autres types de questionnements, mais pas du tout sur la réduction des pesticides. Donc je pense que moi je le prends plutôt comme une force, c'est-à-dire que en termes de recherche en tout cas, c'est que je pense qu'on est en avance sur un certain nombre de cas. Dans le contexte européen, ça nous place aussi plutôt bien, parce qu'il y a d'autres pays qui suivent la même chose. Après, au niveau de l'agriculture, effectivement, il peut y avoir mais c'est pour ça que je parle du pilier économique. Mais l'agroécologie n'est pas forcément antagoniste des questions. Il faut revoir l'ensemble du système, la façon dont on recalcule les coûts, revoir les choses à l'échelle de l'exploitation, travailler en même temps sur les filières. Donc je pense c'est pas forcément. Maintenant, si on ne met pas ensemble tous ces éléments-là, effectivement, on peut se retrouver avec des ruptures fortes de compétitivité sur les produits les plus exposés au marché mondial, je veux dire ceux qui sont le blé, etc. Par contre, ceux qui exportent du vin à l'étranger, peut-être ils vont plutôt gagner des marchés s'ils sont un peu en avance là-dessus. Alors, il y a un premier rôle qui est celui depuis le début de la chaire, puisque Bayer était un des fondateurs de la chaire, on est déjà sur la deuxième phase. Le principe de la chaire, c'est ce qu'on attend des entreprises, c'est qu'elles nous apportent des questions concrètes, ce que j'ai appelé d'ingénierie, des situations professionnalisantes pour les étudiants, pour les travailler. Donc c'est peut-être le domaine sur lequel on a à progresser un peu, c'est-à-dire on a fait des choses avec Bayer très intéressantes, mais c'est finalement ça, apportez-nous plus de questions concrètes sur lesquelles on puisse faire travailler nos étudiants sur comment je fais concrètement. La deuxième, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire je pense que cette agriculture, elle est à construire. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera vraiment, posé tel que je l'ai fait là. C'est-à-dire, alors, ça peut être un peu prospectif, ça peut être assez en rupture avec le modèle économique que vous avez, etc. Mais je pense que c'est un des rôles de cette chaire. Si on arrivait à financer des expérimentations comme ça, des travaux de ce type, je pense que ça permettrait d'ouvrir le débat. Et ça nous permettrait aussi, sans chercher, pour moi, la question n'est pas de chercher à opposer les agricultures, mais de redonner aussi un peu d'objectivité à un certain nombre d'éléments de comparaison entre cette agriculture-là que j'imagine et puis l'agriculture bio telle qu'elle est souvent pratiquée, en particulier en grande culture, qui n'est pas forcément la plus durable et qui peut aussi être fragile si les soutiens évoluent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soutien à l'agriculture bio, je dis que il faudrait faire une analyse plus globale du modèle économique de l'agriculture par rapport à la recherche chez vous. Là, je distingue deux choses encore, c'est un cran plus loin. C'est les produits qui sortent maintenant, quoi, ceux qui vont être dans la... Ce qui m'intéresse, c'est les années qui viennent, là, juste. Ceux-là, comment les positionner? Qu'est-ce qu'ils apportent dans cette forme-là d'agriculture? Comment réajuster finalement les systèmes de culture et ces produits-là, y compris ce que j'ai montré sur la vigne, avec l'idée qu'on va avoir quand même des moyens de travailler différemment sur la façon de lutter contre les adventices. Et puis, il y a l'autre aspect, c'est plus la recherche prospective. C'est si on était capable de partager comment on voit, nous, les systèmes de culture de l'avenir, qu'est-ce que ça inspire sur les molécules qu'il faut rechercher je parle, si on va sur le biocontrôle, on est au-delà c'est pas la question des molécules, mais en tout cas les solutions à rechercher, si on les repense par rapport à ces systèmes. Alors, évidemment, vous n'allez pas faire un produit pour chaque agriculteur, mais il y a quand même des tendances un peu lourdes dont j'ai parlé qui font qu'on commence à voir se dessiner quand même des trajectoires de notre agriculture sur lequel on commence à rentrer sur ces processus d'ingénierie agroécologique. Produits, mais aussi l'accompagnement de produits. Et finalement,
par rapport à votre exposé, on est engagé déjà dans cette agroécologie soft, parce que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de proposer un chemin à l'agriculteur. La rupture, c'est bien, mais il faut qu'il s'y retrouve. Vous avez parlé de la pérennité des exploitations. Une exploitation qui est dans le rouge plusieurs années de suite, très vite, elle disparaît. Et donc, voilà, par exemple, les agriculteurs qui sont derrière moi ici, les agriculteurs de nos fermes de référence, avec qui on s'est engagé sur certaines actions, sont un des exemples pour amener ces techniques et faire bouger les systèmes progressivement. Alors, ça reste du soft, mais ça a l'intérêt de proposer un chemin jusqu'à le concept ultime d'agroécologie. Et finalement, chez Bayer, on fait ça depuis au moins 15 ans. Quand je pense à ce qu'on fait sur la partie de désherbage des céréales, le désherbage durable des céréales, qui aujourd'hui est conceptualisé avec le capital propreté parcelle, c'est ça. C'est en gros mettre la charrue avant la chimie. Alors vous m'avez fait remarquer qu'il faut faire attention parce que la charrue, ça détruit les vers de terre. On a des expérimentations qui montrent que la charrue, une fois tous les 3 ans, fait baisser le réservoir d'adventice, de graines adventices. On dit aussi qu'il faut décaler les dates de semis. Il faut d'abord raisonner agronomie avant de raisonner chimie. Il y a eu d'ailleurs un travail assez remarquable sur ces questions de désherbage durable, qui fait l'objet d'un rapport. Mais à mon avis, là, vous mettez déjà un doigt dans le hard, parce que si on commence à reposer la question du désherbage des grandes cultures en disant il faut faire des successions plus diversifiées avec des cultures de printemps, là où j'ai que colza, blé, orge, et il faut revoir le travail du sol de manière dynamique et par rapport à la gestion d'un stock d'adventices, vous avez déjà les 2 piliers dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que vous avez mis un doigt quand même. Un des biais quand même de l'analyse qui se fait quand on fait, comme peut le faire la FAO, avec des analyses par culture. On va regarder le blé, etc., les big three, le blé, le maïs et le riz. C'est évident qu'il faut, il faut augmenter les rendements, mais quand on voit la situation, par exemple, on a travaillé en Tunisie, mais prenez tout le Maghreb. La situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes où il y a quasiment que c'est des systèmes de monoculture de céréales. On a du blé dur, du blé tendre, un peu d'orge, etc. La rotation n'existe quasiment plus. Et une des raisons, c'est aussi l'orientation des politiques. Quand vous commencez à subventionner le blé, mais pas les légumineuses ou les fourrages, c'est évident que le système dérive comme ça. Et en fait, là, je pense on est dans une impasse. On n'arrivera pas à augmenter les rendements. Et on a les résultats qu'on a faits sur 450 parcelles d'agriculteurs en Tunisie montrent quand même que quand on compare des blés de blé avec des blés venant derrière un légume, une légumineuse ou une autre culture, on a un écart de rendement potentiel qui compense largement le fait d'introduire une culture autre que le blé tous les 4 ans, par exemple. Donc, j'aurais tendance à dire, là, on est typiquement dans un exemple où il faut avoir une analyse un peu globale. Et certes, l'amélioration des rendements reste importante, mais finalement, si on la pense à l'échelle de la succession culturelle, on ne va pas du tout tomber sur les mêmes solutions. Ça nous paraît bizarre, mais j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'endroits où les évolutions ont été très rapides vers une espèce de monoculture qu'on ne connaît pas. Enfin, on parle toujours de ça en France, mais c'est difficile de trouver des monocultures en France, à part un peu de maïs et encore pas beaucoup d'endroits où il n'y a que ça. L'idée de médicament, c'est de dire, parce que tout le monde a une perception de ça, de dire je vais faire tout pour ne pas être malade, et puis si je le suis, je vais prendre un médicament. Vous avez quand même des gens qui font que de l'homéopathie et d'autres qui acceptent l'allopathie. Mais je dirais que pour moi, ça n'exclut pas un traitement préventif. Je veux dire, quand je vais en Afrique, dans une zone inféodée du palu, je me fais un traitement. Je ne sais pas si je vais voir un moustique, mais je le fais. Donc je pense que ça n'exclurait pas ça. Et il y a des exemples déjà, par exemple dans ce qui se fait sur la lutte contre l'oïdium, avec des systèmes basés sur des règles de décision qui permettent de baisser beaucoup l'utilisation, par exemple, de fongicides sur l'oïdium.
dans ces règles-là, il y a une des règles qui est de dire je fais quand même un traitement systématique à la floraison parce que je sais que le risque de me laisser déborder est tel qu'il faut le faire.